Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, c'est votre émission Nous les Normands qui met en lumière celles et ceux qui font le territoire, les diversités aussi de notre région, avec un grand témoin chaque semaine. Et aujourd'hui, on reçoit le Fécampois Jean Gomy qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Photographe de la mer, est-ce que ça vous va comme définition? Partiellement, parce que la mer n'est pas vraiment ma spécialité. Et vous êtes photographe? Photographe, oui, bien sûr. Grand photographe, on va en parler. Cinéaste. Vous avez, Et en tant que fécamp, on peut ajouter l'étiquette « Je suis hors sein du cru ». Vous avez donc photographié et filmé les milieux marins pendant des décennies. On va en parler avec vous dans un instant. À mes côtés, deux chroniqueurs. Bonjour Dominique Krovskov. Bonjour Bastien. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? On va rester sur le littoral, sur la côte d'Albâtre. Je vais vous parler des ivoires du château de Dieppe. Ça doit parler à Jean Gomy. On va en parler dans un instant. Et puis Gauthier Le Nôtre. Bonjour Gauthier. Bonjour Bastien. Vous allez nous parler d'une personnalité normande comme chaque semaine. Voilà, tout à fait. Théodore Monod, un grand spécialiste du Sahara au XXe siècle qui, comme vous, cher Jean, a eu l'habitude d'explorer bon nombre de paysages pour les mettre en valeur. Voilà pour le programme de Nous les Normands. Et ça commence maintenant. Et nous sommes donc avec Jean Gomy qui est notre invité cette semaine. Ce lien d'abord, cette passion pour la mer, elle vous vient d'où? Elle me vient de la Nouvelle-Aquitaine. L'Aquitaine à l'époque, je suis né à Royan, en face du phare de Cordouan. J'ai vécu ensuite dans les terres, dans le Cantal, dans l'Ariège, dans tous ces endroits-là. Donc vous les Normands, je me sens pas tout à fait nous les Normands. Vous vivez désormais à Fécamp, mais vous bougez comme on dit, vous allez, vous faites beaucoup de voyages. J'en ai fait beaucoup et j'en fais encore. Et l'année prochaine, ça va repartir. Là. Ça va repartir. Malgré tout, la mer, elle vous a jamais vraiment quitté. Vous allez nous en parler. On va parler de vos aventures. Il y a ce lien avec la photo qui est très fort chez vous. La même question, la photo, ça vient d'où? Comment ça a commencé? Ça vient du son. J'adorais faire des enregistrements sonores, mais j'avais 10-12 ans. Quoi. Et puis de fil en aiguille, oui, il s'agissait d'arrêter le temps. Et ça, c'est quasiment le dénominateur commun de la plupart des photographes. Vous dites prendre une photo, c'est comme pêcher ou écrire, c'est sortir de l'eau de l'inconnu qui résiste et refuser de venir à la lumière. Expliquez-nous. On ne sait pas ce qu'on va prendre en photo. Si on commence à le savoir, on n'est plus un auteur. Enfin bref, si on ne va pas à la surprise des choses, c'est foutu, quoi. On va faire un boulot d'artisanat. Ce qui est très bien en même temps, mais... Je sais que si je sais que je vais aller faire une chaise, je sais comment elle est faite à la fin, alors qu'il peut m'arriver très souvent, et la plupart, Sébastien Salgado, Depardieu, enfin tous les copains que je connais depuis 40 ans, à l'avance, on ne sait pas bien ce qu'on va faire. Quand on va dans un pays tel que je suis allé pendant une dizaine d'années en Iran, je me souviens qu'il y avait les services d'Iran qui me disaient « Mais monsieur Gomy, ça serait bien si vous faisiez telle et telle photo et tout. » Je dis « Attendez, moi je viens des rédactions de Paris ou des rédactions de New York. Les gars me demandent de faire telle ou telle photo. Où je suis là-dedans là? Où est la surprise? Où est la découverte du monde ?» Et eux, très profondément intelligents, comme étaient les Iraniens, ils ont commencé par me foutre la paix là-dessus. Ça n'empêchait pas d'essayer de manipuler, mais comme je ne suis pas totalement bête, je sais quelles sont les limites, mais pareil dans les rédactions occidentales. Et ça veut dire que la photo, c'est de la spontanéité avant tout? De la curiosité, de la spontanéité, un peu d'information et de la jugeote sur place très très rapide. C'est un photographe de presse? Non, moi non. Non. Vous revendiquez quoi alors? Documentation, et de moins en moins... Mais quand je montre le monde, c'est pour être ébloui, enfin pour être tout à fait surpris. Ça peut être très moche. Dans les projets que j'ai, il s'agit d'un hôpital redoutable. Il s'agit aussi de la Mauritanie. Sur les côtes, j'avais repéré la Mauritanie, vers 12 ans. En fait, c'est pas des rêves. C'est pas un bon mot de dire les rêves d'adolescents. Ce sont des attractions. C'est comme une aimantation. Vous suivez un cap très aimanté, quoi. Et vous y allez. Et vous êtes tenace. S'il y a un truc à dire aux jeunes photographes, ténacité. Ténacité. Oui. Normalement. Non, à un certain niveau, oui, absolument. Quoi. Et rester soi-même et garder son cap à soi. Et croire en ses propres intuitions. Quitte à se foutre dedans, notamment. Alors Jean Gomy, vous êtes rendu en Andalousie, au Groenland aussi. Quel voyage vous a le plus marqué? Il y a une trentaine d'années, je disais, pour casser un peu le moral aux gens, le Portugal. Tout le monde y allait.
Et au moment où tout le monde allait en Afrique, j'ai commencé à aller en effet en Arctique avec le rapport que j'avais avec des équipes du CNRS, avec des gens... C'est quoi l'objectif d'aller là-bas? Au début, pour moi, rien. C'est eux qui m'avaient repéré, parce qu'ils avaient repéré une photographie que j'avais faite sur les chalutiers. Ils disaient, tiens, dans un milieu fermé, en fait, une des constantes chez moi, c'est plutôt les milieux clos. Les prisons, les hôpitaux, etc. Un chalutier, il n'y a pas plus prison que dans un chalutier, même dans un bateau à voile. Hein. Vous êtes calé sur la mer. Bon. Ça, oui, ça me va très bien. D'abord parce qu'on apprend à connaître très vite les gens et à savoir ce qu'il y a. Dans les hôpitaux, on arrive, les bluffeurs, on les élimine, on comprend très vite qui c'est qui bluffe là-dedans. Que ce soit les patients, mais surtout que ce soit dans le personnel hospitalier. Quoi. Et là, c'est important. Et là, c'est vrai que je peux être un peu une plaie là-dessus. Et quand j'approche ce genre de milieu, ça peut partir dans bien des sens. Le Groenland, par exemple, qu'est-ce que vous avez être avec l'esprit de collégial, mais dans les sous-marins nucléaires que j'ai fait aussi, c'était pareil. Sur les chalutiers, c'était pareil. C'est-à-dire, tout d'un coup, avoir une intelligence collective, collégiale. J'appartiens à une agence qui s'appelle Magnum. Ça fait 70 ans qu'elle existe. En 1977 à l'agence Magnum. Moi, 73, 77, parce que je me souviens plus des dates. Non, effectivement, collégialité, intelligence collective. Alors les gars sont pas, on n'est pas totalement bêtes, mais il y en a qui sont intelligents enfin, mettre ça en commun comme on le faisait chaque année, formidable. À l'Institut de France, c'est pareil. Bon, il se trouve que là, avec le temps, je me retrouve académicien aux Beaux-Arts, mais là aussi. Et pas de la façon dont les gens percevaient, d'ailleurs, perçoivent-ils quelque chose à ce qui concerne les académies? Rien, parce que les gens ne savent pas. Et moi non plus, quand on m'a proposé ça, je me dis, attends, j'en ai parlé à mon épouse, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je suis allé, j'ai observé quelques séances, et je me suis dit, attends, merde, il y a vraiment de l'érudition, de la connaissance, de l'intelligence. Le passé, le présent, l'avenir. Rétroviseur, pare-brise, anti-brouillard. Là, vraiment, là, c'est formidable. Comment vous décririez votre travail de photographe aujourd'hui? Parler de photographie contemplative, ça veut oui, dire quoi? Recevoir les choses. Vous avez des remontées d'huile en vous, c'est-à-dire quand tout d'un coup, dans une salle, dans un endroit, puis ça vous prend à la gorge d'un coup. Vous dites, mince, c'est ça. Et vous savez pas sur le coup que c'est des choses qui vous ont très très fortement imprégné quand vous étiez adolescent, enfant et tout. Et moi, le dernier livre que j'ai fait sur Giverny, mais je parle pas du tout de Giverny. Je l'ai fait en noir et blanc, c'est très près. Vous êtes allé pendant plusieurs années, je crois. Oui, 7 ans, Ouais, c'est ça. à Giverny. Au moment où j'ai commencé à rentrer à l'Académie des Beaux-Arts. C'est une propriété de l'Académie des Beaux-Arts. On arrive à s'autofinancer uniquement avec les entrées. L'État n'a rien à voir là-dedans. Je ne suis pas salarié pour... savoir aussi qu'un photographe comme moi, comme la plupart dans le monde, beaucoup du type de photographe que je suis, on n'est pas salarié. On se débrouille tout seul. On investit. Et on prend les risques. Je connais Madame Gomi, par moments, elle tremblait, quoi, un peu. Actuellement, comme je suis plus âgé, elle me dit, bon, tu vas pas aller en Mauritanie. C'est un peu casse-gueule. Ben, on va voir comment ça se passe. Retourner à un sous-marin nucléaire, comme je le souhaite, etc. Baroudeur, quoi. Non, justement pas. C'est trop... Non, mais c'est l'image d'Épinal, ça. Ouais. Non. Vous vous lancez des défis, malgré tout. À moi-même, peut-être, de timidité. Mais sincèrement, non. Écoute, parler depuis tout à l'heure, et les téléspectateurs aussi, vous employez des termes bien précis de contemplation. Il y a une dimension spirituelle à votre art, à votre démarche? Oui, en effet. Bonne question. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez du coup à travers... J'en sais rien, d'être ému. On est dans un cosmos que je comprends pas. On est en train de tous se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est ce grand foutoir là, énorme? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus, nous, l'espèce humaine? Alors je vais pas développer là-dessus, mais c'est vrai que ça fait partie de mes trucs. Et les gens, d'ailleurs, quand vous allez parler de... Théodore Monod. On est dedans. Exactement. Eh ben, on va en parler tout de suite. Vous me faites la transition, Gauthier. L'un des plus grands spécialistes du Sahara du XXe siècle. Oh que oui, c'est une belle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Théodore Monod est multicasquette. Hein. Il a été scientifique, naturaliste, biologiste, explorateur. Bref, c'est un homme à qui nous devons énormément de découvertes et un engagement pour l'humanité particulièrement puissant. Lui qui était un croyant, il était protestant durant son vivant. C'est une belle histoire que je vais vous raconter. Alors justement, quelle est sa carrière à cet homme? Alors une carrière qui a commencé en 1918, puisque né à Rouen, il est arrivé à Paris et a fondé à 16 ans seulement la Société d'Histoire Naturelle, qui éditait des bulletins, publiait des articles, avec 4 fondateurs, mais pas des moindres, puisqu'un certain André Gide faisait partie de ces fondateurs-là. Il faudra attendre 1922
pour qu'il intègre le Muséum national d'histoire naturelle pour être affecté en Mauritanie, que vous connaissez très bien, et c'est là qu'il ressentit l'appel du désert et que sa destinée a véritablement débuté. De 1922 à 1998, nous lui devons pas moins de 124 voyages dans bon nombre de pays africains tels que la Mauritanie, qui était son pays de cœur. Nous devons également au Mali pour trouver une météorite. C'était son sacerdoce de trouver une météorite. Le Niger, le Sénégal, je m'arrête sur le Sénégal, puisqu'en 1938, c'est lui qui a fondé l'Institut français d'Afrique noire, l'IFAN, qui est aujourd'hui encore un pôle de recherche mondialement connu et le principal de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu l'Algérie, la Libye, le Yémen et tous ces travaux, toutes ces missions, toutes ces expéditions, parfois en méharé, vous savez, ces expéditions à dos de chameau l'ont permis de nous léguer un héritage naturel particulièrement riche. Alors justement, parlez-nous de ces découvertes. Alors il faut retenir que durant ses 70 ans de voyage en Afrique et dans le monde entier, notamment dans le Sahara, il a publié pas moins de 1880 volumes, synthèses, articles, mémoires, dont près de 700 consacrés aux sciences de la nature. Il a récolté pas moins de 20 671 échantillons et nommé et découvert bon nombre d'espèces. Je vais vous citer 2 types d'espèces. D'abord, en biologie marine, nous lui devons la découverte, je ne suis pas scientifique donc je prends mes notes pour le coup, de la Gnatophyllum elegans monodi, c'est une crevette portant son nom. Il y a également eu le Calapa monodi, un crabe qui a été découvert dans l'Atlantique tropical. Et enfin le Aegla monodi, un crustacé d'eau douce. À chaque fois, vous remarquerez qu'il y a le suffixe monodi. En réalité, en latin, ça renvoie à son nom, Théodore Monod, et donc c'est un hommage rendu à ce Normand. D'autres découvertes, et je ne serai pas très long, cher Bastien, la plus importante est celle dans le Sahara, avec bon nombre d'espèces florales, animales qui ont été découvertes, mais la plus importante, sa grande découverte, c'est la Gentianacée, la Monodiella flexua, qui a été trouvée dans le mont Tibesti, au Tchad. Ah oui, c'est technique. Hein. On renvoie à des traits très pointus. Et enfin, 2 autres espèces pour terminer. Toujours dans le Sahara. Il a également trouvé le Gerbillus monodi, qui est un petit rongeur. Et enfin, pour terminer, le Monodiella, un genre de crustacé qui a été créé à son hommage. Mais son héritage, lui qui est décédé en 2000, à 98 ans, vit encore avec des institutions existantes. Oui, c'est un héritage un peu universel aujourd'hui. Totalement, puisque bon nombre de lycéens internationaux français portent son nom, mais pas qu'en Afrique, également aux Émirats Arabes Unis. Il y a le lycée international français Théodore Monod. Il y a même un mont qui lui rend hommage dans des pays africains, et surtout des artistes français lui rendent hommage à travers des chansons. C'est notamment le cas d'Alain Souchon, puisqu'en 2005, il a publié la musique La vie de Théodore, où il lui rend hommage en disant « Je m'en vais me balader avec Théodore ». Voilà. Belle découverte. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean Gomy, l'histoire de Théodore Monod? En réplique à ça, ça nous change de la ligne Maginot. Mais ça, c'est autre chose. Non, Monod, oui, bien sûr. Il y a longtemps que, effectivement. Bon, en plus, c'est toute la bande, Conti, Monod, Herzog, oui. Tout ce revival un petit peu après la guerre où il fallait redonner une espèce de lustre à la France. De Gaulle y tenait beaucoup. Et il y a eu des personnages formidables. C'est pas tant le nom qui compte, c'est qu'est-ce qu'ils ont transmis ou qu'est-ce qu'ils ont fait épanouir. Vous avez parlé d'Anita Conti. Mais exactement, j'allais en parler parce que je prends mes notes aussi. Est-ce que c'est Campoise? Oui, non. Enfin, non, justement. Oui, à la fin de sa vie, elle a été quand même forcée de partir quasiment. Non, parce que là, il y a un petit hiatus. Là. Et là, je ne le cacherai pas non plus. Parce que là, maintenant, tout est beau, tout est grand. Non, ça n'a pas été comme ça. Avec Farid Abdelwahab, avec Laurent Giraud, etc., on a fait en sorte qu'elle soit à Fécamp, ça a été plus délicat. Ce qu'on a vu pendant la chronique, toutes ces images en Afrique, ces expéditions avec des chercheurs, des locaux, c'est une formidable aventure humaine, multiculturelle aussi, la rencontre de plusieurs civilisations pour un seul but, servir l'humanité au bout du compte. Et c'est ça qui est... C'est même pas ça au fond de même, c'est pas sérieux, c'est une curiosité hallucinante, c'est l'espèce d'obsession d'un individu pour la collectivité. Et elle, oui, elle l'avait vraiment. C'est-à-dire, elle doutait. À un moment, elle n'était pas loin de... Enfin, elle a eu des accidents sans nom. Enfin, c'est en lisant ces textes. Et je me rends compte, quand on lit Les racleurs d'océan d'elle, c'est la seule. J'ai vu Jean Rocher, j'ai vu des tas de textes sur la mer, bien sûr. Mais elle sait très bien le décrire et elle comprend la dimension humaine. Peut-être parce que c'est une femme.
Non, 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 alors je sais que ça... Sujet philosophique, là. Non, mais sa sensibilité faisait que quand elle voyait les gars qui chialaient au fond des cabines, ou etc., parce que, mine de rien, c'est le moteur qui contrôle tout le reste. C'est pas de la voile. C'est la nuit en dehors, la voile. Là, c'est au moteur qu'on y va. 124 voyages de Théodore Monod, nous disait Gauthier. Mais- Vous avez compté les vôtres? Non. Pourtant, vous notez tout, hein. La preuve. Non, parce que quand j'ai appelé Jean Gomy, il me dit, vous m'avez appelé en 1992. Ah oui. Ah, Oui, alors, je lui dis tout de suite... c'est pas compliqué, j'ai pas de secrétariat. Formidable, hein. Non, j'ai pas d'assistant, j'ai pas de secrétariat. Si je fais pas ce boulot-là, je suis mort. Je rencontre des gens Ça, c'est de la précision. sans cesse. Ben, il y a intérêt. Sinon, je suis mort. En plus, avec la mémoire de linotte que j'ai. Vous vivez à Fécamp depuis plus de 30 ans, Oui. Jean Gomy. Cette cité des Terre-Neuve, elle vous inspire quoi? Du respect, et puis par moments, je me dis, merde, bougez-vous un peu, là. Parce que c'est pas facile, Fécamp. Même le pays cauchois est pas facile. Je viens du sud-ouest. C'est pas du tout la même nature, quoi. C'est une autre clair. culture? Culture, j'en sais rien. Attitude psychologique, oui. C'est vraiment très différent. Et j'ai intérêt à l'apprendre. Et puis par moments, je me dis non, je ne perdrai que pas maintenant non plus la nature. Quand tu touches un cauchois, tu vois, comme un gars du Sud, on sent bien que les corps se raidissent. Ça, l'abbé Alexandre l'avait bien dit. Ah oui, mais lui, c'était Alors ça- adorable. Là, il était formidable. Parce Tout que à ça, fait. je l'ai très très bien connu. Ouais, moi aussi. Et puis il avait cet aspect avec gentillesse, tendresse, etc. Il pouvait balancer, quoi. C'est lui qui a publié le livre Survivre en Pays de Caux, non? Oui. C'est lui, hein. Le hors-sein. C'est pour ça, hors-sein du cru. Forcément, la communauté interhumaine de Jean Mallory, d'ailleurs, aussi. Oui, Et ben, puis, alors Jean, on pourra en parler, c'est il ce nous a que j'ai quittés il y a noté peu de là. temps, Oui, hein. oui. Jean, je connaissais très bien aussi. Vous parliez du Groenland. C'était évidemment. un vrai découvreur de talent, et en plus, il a fait cette collection formidable de terre humaine, quoi. Mais vraiment formidable. Les falaises, notamment, c'est quelque chose qui vous parle? Alors, très vite, ça m'a parlé. Non, s'il y a des choses à dire, je vais venir sur une idée très bête. Quand vous vous asseyez, je vois les falaises là sur vos écrans, quand vous vous asseyez sur la plage, vous avez dans le dos la falaise, vous savez que vous avez 80 millions d'années. Ça me... Pour un photographe, c'est immense. Tant et si bien que dans l'exposition là qu'on va faire, enfin qui va démarrer bientôt, j'ai demandé au nouveau conservateur, qui est formidable d'ailleurs, je lui ai dit, écoute, ça serait formidable si on pouvait reprendre au Muséum d'histoire naturelle du Havre, déjà croiser les musées, c'est déjà pas si mal. Il y a un poisson là-bas, il a 180 millions d'années. C'est comment on appelle ça, un fossile, mais c'est incroyable, quoi. Là, moi, la première fois que je l'ai vu, j'en ai eu les larmes aux yeux, quoi. Vous avez fait une très belle exposition. C'était l'exposition de votre œuvre. C'était au musée de la Marine il y a quelques mois. Oui, alors ça a été assez formidable, je dois dire, parce que c'est une dimension nationale C'est énorme. affiché dans tout Et c'est Paris. ça que je voudrais donner, non pas sur mon nom, Jean Gomy, mais même pour la ville. C'est-à-dire qu'il y ait une vraie communication nationale. Je sais qu'il y a quelques journaux qui vont revenir, et c'était pas évident pour eux, parce qu'ils disent, t'as déjà fait l'exposition. Vous avez déjà fait l'exposition. Et je dis, non, mais il y a des choses en plus, réellement. Et puis la présence. Et il y avait tout un travail que j'ai fait il y a une dizaine d'années sur les falaises, qui avait été donné à la Matmut, en grand, avec mon épouse, Michel Gomy. Ça avait été aussi assez merveilleux. Alors toutes ces choses-là, tout mon travail, je l'ai donné au ministère de la Culture. Ça s'appelle la MPP. Et la chose formidable, ils sont venus me dire, écoute Jean, t'as traversé tellement de trucs d'époque, puis ils ont tout depuis le début, c'est-à-dire tu vois des photos de Nadar et tout, il y a l'Artigue, il y a Gilles Caron, il y a, enfin, énorme. Ça te touche, bien sûr. Et c'est pas, et tout de suite, modestement, tu dis, c'est pas moi. C'est ce que je représente par rapport à la photo. C'est vrai que j'ai bougé, etc. Que ça tient à peu près debout. Il y a des photographes meilleurs que moi, sous certains aspects. Mais en attendant, merde, quoi. C'est là. Et tout ce qui revient sur Fécamp, par exemple, même au musée de la Marine, ce sont des choses qui ont été avalées, prises par la MPP, la médiathèque de la photographie et du patrimoine. Et au moins, j'emmerderai pas mes petits-enfants avec... Les archives sont énormes, quoi. Mais énormes. C'est épouvantable à gérer ça. Vous parliez de musée, on va continuer avec le musée de Dieppe. C'est là que vous nous emmenez, Dominique. On part donc sur le littoral normand. Et alors, saviez-vous que le château de Dieppe, le château musée de Dieppe, renferme en fait l'une des plus belles collections d'ivoire d'Europe. On y trouve près de 2000 pièces sculptées qui témoignent évidemment d'une riche et précieuse activité de l'époque, où cette station du nord de la Seine-Maritime était le plus grand port de France, car Dieppe fut vraiment le plus grand port de France. C'est donc un bastion pour les ivoires. Et oui, le château de fort de Dieppe, on peut l'appeler comme ça, date du XIVe siècle. On peut déambuler parmi 15 salles, donc on y voit ce patrimoine, un patrimoine exotique.
Et puis l'âge d'or de cette période a été comprise entre le 15e et le 19e siècle. Au plus fort, Dieppe compta une douzaine de maîtres ivoiriers à la tête de 250 ouvriers. Je crois qu'il en reste un aujourd'hui. Oui, et il a du mal à survivre, je crois. Il faut en parler juste après. D'accord. Et il faut savoir que Dieppe était à l'époque un des plus grands ports d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique. Les bateaux revenaient chargés de tabac, d'épices et d'ivoire. Cette matière noble et précieuse émanait bien entendu des éléphants, bien sûr, notamment de Guinée, mais encore des morses, des cachalots, des narvals, des hippopotames, et quand il ne s'agit pas de longues cornes, des mammouths retrouvés en Alaska. C'est formidable tout ça. Oui, c'est un melting pot, on va dire. Et l'Antiquité, l'ivoire est un matériau qui est très couru, alors pour 3 motifs: sa blancheur, son exotisme et sa longévité. L'essor de la bourgeoisie dieppoise a favorisé évidemment le commerce de cet or blanc, mais ce passé raffiné, minutieux et pour tout dire assez fascinant a globalement pris fin avec l'apparition des bains de mer. On passait donc à une autre époque. Alors combien de pièces d'ivoire sont présentées au musée de Dieppe? Alors 2000, je l'ai dit, 2000 pièces d'ivoire sculptées, exposées donc dans ce musée qui représente donc un chapitre exceptionnel, souvent méconnu de l'artisanat normand sous l'Ancien Régime. Alors derrière les vitrines, on découvre toute une série de sculptures religieuses, des statuettes, des bénitiers, mais aussi profanes comme des tabatières, des râpes, des statuettes d'agréments de toilette, etc., etc. À découvrir donc dans ce musée château de Dieppe. C'est un lieu que vous connaissez, Jean Gomis? Oui, et puis qui est passionnant, quoi. Mais alors je rigole en vous écoutant parce qu'on a parlé de Monod. Oui. On a parlé de Dieppe, de Joaillier qui est là-bas. Je vais ajouter là-dessus l'espace avec Thierry Pesquet, qui, au moment même où je devais moi-même choisir une épée, j'en voulais pas d'épée pour l'académie, je vois Thierry Pesquet qui arrive, on se parle, etc. Et on lui remet, le joaillier en question, un merveilleux couteau. D'un côté, vous aviez une dent de mammouth coupée dans le sens de longueur. De l'autre côté, il y avait une météorite. Je bavais d'envie. J'étais jaloux. Alors j'en parle au joaillier. On a trouvé la dent de mammouth, je l'ai, elle sera dans l'expo d'ailleurs. Et la météorite, c'était plus compliqué. J'aurais pu l'avoir, mais j'avais plus le temps, etc. Mais quel merveilleux truc. C'est une machine à remonter le temps, ce machin. 3 milliards d'années pour la météorite. C'est hallucinant. La dent de mammouth, c'est du genre entre 15, la vieillesse de la Manche d'ailleurs, en fait. C'est très jeune, ce canal-là qui passe. Bon, j'ai trouvé autre chose, mais c'est pas le sujet. Allez, un petit questionnaire pour finir. Question pour un Normand. Quelques questions pour vous, Jean Gomis, avec des réponses très courtes. Vous préférez le camembert de Normandie ou le Pont-l'Évêque? Le Cantal. L'abbaye du Mont-Saint-Michel ou l'abbaye de Jumièges? Par provocation, j'ai envie de dire Jumièges. Mais non, mais Saint-Michel, c'est quand même assez époustouflant. Sauf que la salle des merveilles, elle est fausse. Enfin, elle n'est pas vieille du tout. Elle a été refaite. Bon, c'est autre chose. C'est autre chose. La plage de Ouistreham ou la plage de Dieppe où on était il y a un instant? Je suis même pas sûr de connaître la plage de Ouistreham. Celle de Dieppe un peu, oui. Mais pour ajouter que j'aime pas le galet. Le cimetière américain de Colville ou le cimetière britannique de Bayeux? Ça me touche assez, ça. Joker. Joker. Allez, on vous l'accorde. Les fêtes de Guillaume le Conquérant à Falaise ou celles de Jeanne d'Arc à Romans? Les traditions normandes. Et moi, à chaque fois qu'on parle de Guillaume le Conquérant, parce que j'habite en face, moi, c'est plutôt à Fécamp que ça se passe pour Guillaume le Conquérant. Et réellement, parce qu'il s'est passé des choses étonnantes au 10e, 11e, 12e siècle. Mais hallucinantes, même. Et là, j'aimerais bien qu'on... Enfin, on va pas en parler. C'est court, c'est court. Bon, allez, une dernière question. Un déjeuner en terrasse à Trouville-sur-Mer ou un déjeuner à Étretat? Qu'est-ce que vous préférez? À Étretat, mais il y a une place bien spéciale que je veux. Sur la falaise d'Amont, un endroit qui est très casse-gueule. Et on aurait pu m'enterrer là, j'aurais été ravi. Mais c'est pas possible. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que la mer vous a appris? Fermer sa gueule, être un peu modeste et tout. Et Degnaud a sorti un petit texte, mais je vais faire court. Il est tout môme, il a 12 ans. Son père lui dit, Degnaud c'est le ministre, enfin c'est l'homme de Jean-François. Et tout d'un coup, il est sur un pont de chalutier. Et il est avec un patron de pêche qui est quand même pas très commode. Le gars, bon, il y va pour une journée très bien. Et tout d'un coup, ils entendent sur ce chalutier une amorce qui dit, bon, il y a un gars, là, un touriste, un voileux, qui est là-bas, un peu loin. Il est dans la mer depuis 5 ou 6 heures. Le gars, ils y vont. Le tonton dit, bon, on y va, etc. Le gars, il est dans l'eau. Il le ramasse sur le bord. Il est au sol, mais vraiment crachant la flotte, quoi, quasiment. Le capitaine le relève, il lui flanque un pain énorme. Il dit, toi, tu vas apprendre ce que c'est que la mer. Parce que là, te foutre dans les conditions où tu es allé, c'est interdit, tu vois, ce genre de choses-là. Je trouve ça très beau.
Et un petit mot sur... Vous êtes Rapidement. peintre officiel de la marine, ça, il faut quand même en parler. C'est une belle confrérie. Oui, c'est un beau passé. Je souhaite, faut- très sincèrement, dans l'influence que je peux avoir, je souhaite que ce soit d'abord des documentaristes. C'est pourquoi Schellenberger, ils l'ont loupé un petit peu. Mais à côté de ça, il y a effectivement Perrin était avec nous, d'ailleurs, Jacques Perrin. Ma pomme, je suis photographe, je suis le 5e, il y en a eu d'autres. Après, c'est des peintres. Il y a Erwan Le Bourdin. Hein. Alors ça, c'est plus récent, Nouvelle génération, qui est très ouais. spécialisé et tout, Bertrand. et tout. Bon, c'est la marine qui choisit un peu ses peintres. Et, disons que ça se passe bien. Non, c'était un beau corps de diffusion, mais en même temps, ne pas oublier qu'on est au XVIe siècle, les gars, ils prenaient un carnet, un crayon, ils décrivaient ce que faisait le photographe. Bon, la mentalité change, c'est très bien. Voilà, puis je vois que vous êtes sur la feuille. Merci. Merci beaucoup, Jean Gomis, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les deux Merci, de m'avoir merci, accompagnés. Sébastien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Nous les Normands.